makes everything move. Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout. Cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant.
Bonjour à tous, ça fonctionne, super. Bienvenue à la Cité de la Réussite, merci d'être venus si nombreux pour cette conférence. Mon nom est Laurence Lemoine, je suis journaliste au magazine Psychologie. J'étais très excitée à l'idée d'animer cette conférence intitulée « L'audace des mots pour soigner les mots ». À Psychologie Magazine, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est tout le but de notre travail, d'offrir à nos lecteurs des mots qui vont leur permettre de mieux comprendre leurs difficultés et de les dépasser. Les mots éclairent, ils nous donnent prise sur une réalité qui échappe tant qu'elle n'est pas nommée. Et surtout, les mots ont un pouvoir transformateur et ils sont le véhicule par lequel s'opère une métamorphose de soi et de la société. Et c'est de ça que nous allons parler ensemble là pendant 1h30. C'est parce que les mots ont un réel pouvoir de transformation que tant de journalistes à travers le monde sont assassinés, mais pas seulement eux. Aussi tous ceux qui ont l'audace un jour de déployer leurs pensées pour résister dans un monde qui tourne à l'envers. Et je voulais à ce propos vous citer quelques mots de Malala Yousafzai. Vous savez, c'est cette jeune Pakistanaise à qui on a décerné le Nobel de la paix récemment pour son combat en faveur de l'éducation. Et Malala explique très bien comment le fait d'avoir eu l'audace de prendre la parole dans un milieu hostile lui a donné de la force. Elle dit « Si l'on souhaite résoudre un conflit ou une querelle, il faut en premier lieu parler le langage de la vérité. Si tu as mal à la tête et que tu dis au médecin que tu as mal à l'estomac, comment veux-tu qu'il te soigne? Parle un langage de vérité. La vérité abolit la peur. Les talibans ont pensé que la balle qui m'a touchée nous pousserait à nous taire, mais ils ont eu tort. Au lieu du silence, une clameur s'est élevée. Ils ont pensé changer mes objectifs et mes ambitions, mais une seule chose a changé. La faiblesse, la peur et le désespoir ont disparu. Le courage et le pouvoir sont nés. Avant de vous présenter nos invités, je dois malheureusement vous informer que Philippe Ramy ne sera pas avec nous. Vous savez qu'il est atteint de la maladie des os de verre. Et il nous a demandé de l'excuser auprès de vous. Et je vais vous lire le mail qu'il nous a envoyé. J'en profite pour lui dire qu'on est de tout cœur avec lui. Alors voici ce qu'il nous écrit. Ma gorge se serre en vous écrivant ce matin. Je me suis blessée il y a 2 jours, 2 côtes cassées et une épaule luxée. J'ai laissé passer 2 nuits pour voir comment les choses allaient tourner. Le constat est sans appel. Je serai malheureusement incapable de vous rejoindre à Paris. Me voici à nouveau confrontée aux impondérables de mon corps. Je vous avoue que je ne m'y habitue pas, même si j'ai appris à me scinder pour leur résister au moyen de l'écriture. Ce moyen est devenu ma vie, mais les mots ne me porteront pas vers vous. Ils ne me permettront pas de prendre le train, même s'ils produisent une réalité qui trouve sa place à hauteur du monde. Voilà, toute l'audace dont je suis capable me claque entre les doigts comme un vieil élastique, parce qu'il me manque la monture pour franchir l'obstacle, le véhicule du voyage effectif. Me voici rendue au voyage intérieur pour quelques semaines. Ce voyage est solitaire et je ne le connais que trop, mais assez de plaintes. Je vous prie de m'excuser de vous faire ainsi faux bond, je le regrette infiniment, et d'autant plus que je ne peux pas venir à votre rencontre, vous qui avez défendu et porté mon travail. Avec reconnaissance, avec regret, avec vous en pensée, en investissant cette pensée d'un pouvoir de présence, Philippe Ramy. Post-scriptum, je vous prie de bien vouloir m'excuser auprès des autres acteurs du débat et auprès des étudiants qui ont planché sur nos livres et qui nous ont fait le cadeau de leurs questions. Alors, je vais vous présenter les 3 intervenants de qualité qui nous restent néanmoins. On a cru qu'on serait que 2 et puis tout s'est bien passé. Alors, à ma droite, François Bégodeau. Vous êtes enseignant, fils d'enseignant, prof de lettres à Dreux et à Paris. Vous êtes également écrivain. Vous avez écrit sur vos passions, le foot, le rock. Vous êtes surtout l'auteur de Entre les murs, un ouvrage dans lequel vous avez raconté votre expérience d'enseignant qui a été porté à l'écran par Laurent Cantet et qui a reçu la Palme d'Or à Cannes en 2008. Et vous venez de sortir un abécédaire qui s'appelle Dan à zèbre, qui est un petit bijou à lire. C'est délicieux, c'est burlesque. Vous en parlerez peut-être tout à l'heure. À votre droite, Philippe Grimbert, psychanalyste. Vous travaillez avec des adolescents autistes et psychotiques. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais sur vos passions que sont la chanson ou la danse. Vous êtes également romancier et l'auteur d'un secret dans lequel vous avez raconté le secret de famille qui a hanté votre enfance. Ce roman a été porté à l'écran par Claude Miller en 2007 avec Patrick Bruel et Cécile de France. Et puis à ma gauche, Marc Lambron,
agrégé de lettres, diplômé de l'ENA. Vous avez d'abord été critique littéraire, vous siégez maintenant au Conseil d'État. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans, dont Tu n'as pas tellement changé, écrit en 1995 et que vous publiez seulement maintenant pour faire mémoire à votre frère décédé et pour lutter contre l'oubli. Alors, la conférence va se passer de la manière suivante. Je vais d'abord poser moi-même quelques questions à nos intervenants, puis je passerai la parole à un panel d'étudiants qui est assis au premier rang dans la salle et qui ont préparé des questions pour chacun des intervenants. Et ensuite, je passerai la parole dans la salle. Il y a des hôtesses qui ont des micros. Faites-moi des grands signes parce que la lumière est assez aveuglante. Donc, voilà, faites des grands signes pour être sûr que je vous vois si vraiment la question est brûlante. J'avais d'abord une question pour François Bégodeau. Vous apprenez à vos élèves à manier la langue française. Je voulais savoir pourquoi l'apprentissage de cette langue pouvait être un risque pour certains d'entre eux et quelle audace vous essayez de leur transmettre en leur apprenant une belle langue. Bon, je vais commencer par être chiant. Je n'enseigne plus depuis 2005, mais j'ai des bons souvenirs, donc je vais essayer de vous répondre. Je ne vois pas en quoi ça serait un risque d'apprendre la langue. Enfin, vous voulez dire quoi par là, par risque ? Je me demandais si ça pouvait être parfois un conflit avec la langue que développaient les ados, voilà, de manière identitaire, à quel point ça pouvait être une forme de résistance pour eux aussi de ne pas apprendre cette langue qui est celle du pays dans lequel leurs parents ont parfois été mal accueillis, par exemple. De ce point de vue-là, si vous voulez, je pense que la question, c'est un des éléments de regret que j'ai par rapport au film qu'on a fait avec Laurent, enfin que j'ai co-scénarisé et qu'il a réalisé. C'est que je crois qu'en fait le motif, comment dire, l'élément diversité, comme on dit, l'élément migratoire du film masquait ce qui me paraît Enfin, je regrette de ne pas avoir fait ce film qu'avec des élèves blancs. Des élèves sous chiens, comme on dit, des élèves comme moi en fait, comme moi j'étais élève, petit-fils d'un stit, ayant grandi dans un collège du centre-ville, etc. Parce que justement, le heurt des langues qui apparaissait dans le film, par exemple, immédiatement interprété comme vous venez de le faire, et à juste titre, comme un heurt, je dirais, qui concernerait les populations issues de l'immigration. Alors que je crois qu'en fait l'école a toujours provoqué un heurt des langues. Dès le début de l'école obligatoire en 1880-90 et puis les 100 ans qu'on suivi, il est évident qu'à l'école on enseigne, enfin, on essaie d'assimiler une langue qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle qu'on pratique couramment. Mais ni un petit enfant arabe, ni moi, petit enfant vendéen, ni même les adultes, et je dirais même que même les profs manipulent en cours une langue qui n'est pas la leur, qui n'est pas exactement celle qu'ils pratiquent avec leur épouse, avec leurs enfants, avec leurs copains, a fortiori pas avec leurs copains. Donc je crois qu'on essaie tous de se hisser comme ça à cette langue qu'on peut appeler une langue académique, mais je le dis sans aucune péjoration, la langue littéraire. Alors là c'est encore autre chose, qui n'est pas exactement la langue académique. Donc de toute façon c'est violent, enfin, de toute façon c'est du choc pour tout le monde. Pour tout le monde, vraiment, hein, y compris les premiers de la classe. Et simplement, ce choc est ressenti de façon plus douloureuse, un peu plus humiliante par certains élèves, parce qu'ils rament un peu plus derrière. Mais de toute façon, il faut prendre acte du fait que, comment dire, comme disait l'autre, la pédagogie, ça rate toujours. C'est programmé pour rater, si vous voulez. Et il ne faut pas trop s'alarmer de ce ratage. Ce ratage, il est même assez sain d'une certaine manière. Il est toujours assez sain qu'un corps ne se fonde pas complètement dans ce vers quoi on veut l'entraîner. C'est-à-dire que c'est pas mal ces éléments de résistance. Alors on les voit toujours sur le mode conflictuel. Moi, je les ai toujours un peu vus aussi comme l'expression d'une vitalité, si vous voulez. Alors après, évidemment, ça crée des dégâts, puisque au bout du compte, ça crée de l'échec scolaire, de l'humiliation, peut-être du ressentiment à terme. Mais en soi, pris en soi, moi je trouve que c'est jamais inintéressant de voir quelqu'un résister à un apprentissage, si vous voulez. Je le dis vraiment sans aucune provocation d'ailleurs. Je crois que ça dépend de quel point de vue on se place, quoi. Si on se place du point de vue de l'enseignant qui veut entraîner quelqu'un vers plus haut, ou en tout cas une place plus désirable sociale, bon, évidemment, c'est vécu comme un échec. Si on se place comme un être humain, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de si alarmant là-dessus. Et moi, j'ai eu tendance plutôt à m'amuser de ces choses-là quand j'étais enseignant, mais surtout quand je les ai prélevées dans l'écriture.
Je vais vous demander aussi, pour avoir regardé votre dernier ouvrage d'Anna Zèbre, quelle était l'audace que vous avez essayé de développer dans l'écriture avec ce livre-là, qui tranche beaucoup avec le précédent? Oui, alors c'est ni le dernier ni vraiment le précédent, mais c'est pas très grave. On va pas faire la biblio ici. J'ai sorti un livre en septembre sur une infirmière, par exemple, que je pense n'aurait pas été inintéressant pour aujourd'hui. Mais effectivement, en janvier, j'ai sorti d'Anna Zèbre, qui est un livre que j'aime bien, donc je suis content d'en parler. C'est intéressant de voir est-ce que nous, les écrivains, est-ce qu'on peut se piquer d'audace, quoi? Je veux dire, est-ce qu'on peut se piquer d'audace comme un sergent-chef aurait de l'audace sur le front, il aurait l'audace comme ça d'aller au-devant de la mort. Ou voilà, il y a plein de manières d'être audacieux dans la vie concrète, où on engage son corps. Bon, il faut quand même relativiser. Je crois au moment où on écrit, on est quand même dans une position relativement confortable, nous autres, les scripteurs, si vous voulez. Donc, alors en revanche, peut-être la seule petite audace qui est à notre portée, pour moi, c'est juste une audace de la pensée, quoi. Et c'est une audace à peu de frais, hein, surtout dans nos pays relativement démocratiques et relativement tolérants à peu près toutes les paroles. On risque pas grand-chose. En revanche, c'est vrai que c'est intéressant de se demander toujours là où on pourrait élargir le champ de la pensée, peut-être proposer des angles qui soient un peu différents des angles majoritaires. Ça, oui, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs dans l'abécédaire. Bon, prenons un sujet, eh bien, essayons d'en dire autre chose que ce qu'on entend communément, et pas simplement à titre de provocation ou pour voir, par esprit de contradiction un peu mal placé, mais juste pour essayer d'élargir le champ de la pensée, de proposer d'autres angles. Ça me paraît un truc... alors encore une fois, hein, je crois que ça ne mérite pas le nom d'audace, mais nous, pauvres scripteurs, c'est tout ce qu'on a à notre portée, quoi. Merci. Philippe Grimbert, la psychanalyse, c'est un travail de parole. Je voulais vous demander en premier lieu ce qu'il y avait d'audacieux à entreprendre une démarche psychanalytique. Je crois qu'il faut en effet de l'audace pour entreprendre un travail analytique, si on distingue déjà l'audace du courage. Pour aller un peu vite, mais là ça me vient à l'instant, je n'ai pas réfléchi avant à cette question, mais je dirais que le courage, c'est celui d'affronter la peur, l'audace, c'est peut-être celle d'affronter l'angoisse. Et l'angoisse, c'est une peur sans objet. Et quand on commence à imaginer qu'on va aller s'allonger sur le divan du psychanalyste, pour reprendre cette image fameuse, et qu'on se demande bien ce qu'on va découvrir sur soi qui nous fait peur, c'est en effet du côté de l'angoisse, ça se situe plutôt que du courage. Donc on est dans l'audace d'un acte qui va nous amener à rencontrer une part de nous-mêmes qui nous est inconnue. Mais si on parle d'audace, je dirais le premier audacieux dans l'histoire, c'est quand même Freud. Il fallait le faire, ce qu'il a fait à l'époque, et je parle de quelqu'un qui aujourd'hui est en grande partie vilipendé, ça on pourra peut-être en dire un mot. Il l'a toujours payé cher, son audace, mais il la paye encore aujourd'hui cher. C'est quand même d'aller dans la Vienne de l'époque, parler du sexe comme moteur de notre psychisme, d'aller parler de l'inconscient comme étant ce qui nous dirige le plus sûrement, alors que nous pensions que c'était notre conscient, bien sûr, qui était maître en la demeure. C'est quand même quelque chose de pour le moins audacieux, et de supposer, et même d'affirmer, une sexualité chez les tout-petits, chez les enfants, ces enfants qui sont normalement voués au rose et au bleu et à quelque chose de l'innocence absolue. Voilà que Freud nous les dépeint sous les traits d'un très vilain terme, d'ailleurs, des pervers polymorphes. Ça fait toujours sourire, parce que l'enfant pervers polymorphe, ça lui vaudrait quelques gardes à vue, hein. Mais ce que Freud voulait dire par là, et c'est guère plus élégant ce que je vais dire, c'est qu'un tout petit sait jouir de tous ces orifices, pour être cru, hein. C'est-à-dire que quelque chose que nous allons refouler plus tard, lui, l'enfant ne le refoule pas. Il ressent une jouissance érotique à partir de toutes les zones érogènes de son corps. Donc si on n'appelle pas ça de l'audace, que de dire ça dans la Vienne de l'époque, alors où est l'audace? Ensuite, l'autre audace, évidemment, c'est de s'allonger sur le divan, on l'a vu, mais aussi de devenir psychanalyste. Aujourd'hui, j'allais dire, il faut de l'audace, hein, parce que quand même, il y a un certain déchaînement contre la psychanalyse actuellement qui fait que se dire psychanalyste peut provoquer chez l'autre soit un sourire amusé, soit un mouvement de recul, soit de l'agressivité. Enfin, bien sûr, je ne vais pas vous renvoyer, vous le connaissez suffisamment au livre d'Onfray, quand même, qui est pour le moins agressif et haineux. Mais je dirais que
pour terminer là-dessus, que quand même, cette haine aujourd'hui qu'on peut voir apparaître envers la psychanalyse, je vais faire très vite, mais à mon avis, s'appuie sur 3 points. D'abord, sur l'hégémonie de la psychanalyse sur les sciences humaines dans les années 70, qui vraiment a été quelque chose d'incroyable. On ne pouvait pas imaginer un psychiatre, ni un étudiant en lettres, ni bien sûr un étudiant en psychologie qui ne soit pas allongé sur quelques divans parisiens, et la psychanalyse régnait en maître dans toutes les facultés, et particulièrement sur les sciences humaines. En général, ce genre d'hégémonie se traduit par un retour de manivelle assez sévère, qu'on voit aujourd'hui clairement, c'est-à-dire que la psychanalyse est la dernière des disciplines enseignées dans beaucoup d'universités maintenant, au profit bien sûr de techniques plus contemporaines. Il y a ça. La deuxième chose, c'est que la psychanalyse s'est attirée beaucoup d'ennemis dans ses positions par rapport à l'autisme. J'ai été moi-même, en 70, enivré par la découverte de Bruno Bettelheim. Moi, je l'étais, étant jeune étudiant, pas encore analyste, et n'étant pas une mère d'enfants autistes. Parce que les mères d'enfants autistes ont été extraordinairement blessées par les propos et par les théories de Bettelheim qui faisaient de ces mères d'enfants autistes ou psychotiques des mères toxiques. C'est un mot qui était employé. Bon. Donc je crois qu'aujourd'hui, et d'ailleurs les associations de parents d'enfants autistes sont les plus féroces attaquants de la psychanalyse. Et pour cause. Je veux dire, il y a quand même des péchés originels dans la psychanalyse. Mais une dernière chose qui nous ramène à l'autisme, à l'audace. Bon, enfin bref. Comment ne pas faire un lapsus quand on est dans un... Mais qui nous ramène à l'audace, c'est que je crois quand même que ce qui vaut à la psychanalyse encore aujourd'hui, le fait d'être refusé, attaqué, nié, c'est quand même son audace. C'est-à-dire, encore une fois, cette proclamation que le soleil ne tourne pas autour de la terre et que le moi n'est pas maître en la demeure. Je dirais que ce message d'une audace extrême, il est encore aujourd'hui tellement décapant et tellement incisif qu'il y a encore quelques raisons de le mettre de côté. Est-ce que vous pouvez nous parler des effets du maniement du langage dans la psychanalyse et en quoi le fait de parler dans les conditions de l'analyse a un pouvoir transformateur? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une formule que j'aime bien, c'est de se dire que l'homme est un être de parole. Ça, on le connaît tous, mais quand on dit un être de parole, c'est comme si on disait qu'un arbre est de bois, c'est-à-dire que nous sommes constitués par la parole, c'est-à-dire que c'est un élément constitutif de notre psychisme et de notre être et de notre corps. C'est un peu difficile à imaginer parce que là aussi, il y a un retournement formidable sur le plan du savoir, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que nous utilisons la parole et que c'est un outil bien pratique pour nous exprimer, c'est que la parole nous forme, nous fonde, fait de nous un être humain et a des effets sur notre corps autant que sur notre psychisme. C'est pourquoi la psychanalyse, et c'est en cela qu'elle est audacieuse aussi, c'est de dire nous soignons par la parole. C'est-à-dire que ce qui s'est noué sur le plan de la parole va se dénouer grâce à la parole même, à une parole peut-être de vérité, comme vous citiez quelqu'un, parce que la vérité c'est important. La vérité, ce n'est pas l'exactitude, on pourra en parler aussi, mais la vérité, elle est en chacun de nous, et c'est notre vérité qui parle sur le divan et qui dénoue par la parole ce qui s'était noué dans notre enfance. Alors, Lacan va encore plus loin que ça, mais enfin, on ne va pas faire mais sur l'idée que vraiment l'inconscient est structuré comme un langage, c'est-à-dire que les effets de la parole se font même sentir dans le fonctionnement même de l'inconscient. Donc, la parole au centre vraiment de l'humain, c'est ce qui la distingue quand même de toutes les autres formes de vie, et cette idée que Freud a inaugurée, que Lacan a repris et conceptualisé autrement avec des outils actuels, mais que les grandes hystériques... Je fais toujours attention quand je dis les grandes hystériques, on dira bien sûr les femmes. Non, il y a des hommes hystériques, heureusement, parce que si les hommes n'étaient qu'obsessionnels, leur compagnie serait vraiment triste. Les hommes peuvent être aussi hystériques, rassurez-vous, ce n'est pas parce que l'étymologie d'hystérique est du côté de l'utérus que cette pathologie est réservée aux femmes. Non, bien au contraire. Mais il n'y aurait pas de comédiens, il n'y aurait pas d'artistes si les hommes n'étaient pas hystériques. Il y a vraiment quelque chose que Freud a compris, c'est-à-dire, je vais très vite, mais à l'époque, on voyait des symptômes dans la Vienne d'autrefois, où les jeunes névrosées viennoises et les hystériques viennoises arrivaient, si je puis dire, vierges sur le divan, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas lu d'ouvrage sur la psychanalyse, elles ne savaient pas ce que c'était, donc ça allait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, où l'inconscient est devenu beaucoup plus retors. Mais en tout cas, ces jeunes hystériques pouvaient arriver en présentant un symptôme incroyable comme une paralysie du bras, une paralysie qui était en effet confirmée par la médecine, bien que sans origine véritablement nerveuse, organique. N'empêche que cette paralysie disait à sa façon « je ne veux plus me caresser, je m'en sens coupable ». On pouvait avoir
je ne caricature pas, c'est un cas qui a existé, mais je veux dire, c'est un peu radical ça, mais c'est de cet ordre-là, la parole intérieure, le fantasme, la phrase fantasmatique peut aboutir à une paralysie physique, voire une cécité hystérique, voire bien sûr aujourd'hui des manifestations comment dire, dermatologiques, des ulcères, enfin, bon, tout ce qu'on connaît comme la panoplie aujourd'hui, plus retors d'ailleurs, comme je disais, des pathologies psychosomatiques qui quand même quelque part répondent à une phrase inconsciente, autrement dit à une parole qui commande ce symptôme. Et le fait de reposer, d'apprendre à reposer des mots sur ces mots psychiques permet au corps de ne plus les exprimer à la place de donner du sujet. sens à ces mots psychiques, c'est-à-dire à ces mots physiques, c'est-à-dire de comprendre à quoi ils correspondent. Alors évidemment, ça n'est pas miraculeux. Je ne suis pas sûr qu'on puisse guérir d'une sclérose en plaques avec la psychanalyse, bien entendu que non, mais tout de même, comprendre le sens d'une atteinte physique, et peut-être même quand c'est une atteinte physique indéniablement biologique, se demander quand même qu'est-ce qui en nous a permis l'ouverture de notre corps à cette pathologie dans ce moment-là. On trouve toujours qu'il y a quand même quelque chose qui ne vient pas là par hasard. La psychanalyse est l'ennemi du hasard. Merci. À propos du pouvoir de guérison du langage, c'est là que je voulais vous interroger, Marc Lambron. Vous venez de publier un livre que vous avez écrit il y a 10 ans pour parler de votre frère, de sa maladie, de son décès. Vous vouliez, en écrivant ce livre, faire un travail de mémoire et puis aussi faire en sorte que on n'oublie pas ce frère que vous avez eu qui a existé. On peut imaginer que l'écriture de ce livre a été douloureuse. Je voulais vous demander en quoi elle avait été aussi salvatrice pour vous. Bon, alors, d'abord, je vais vous dire une chose, c'est que si on écrit, c'est qu'on ne sait pas parler. Donc, peut-être que notre audace commune à tous les trois, c'est d'essayer de parler devant vous, d'abord aujourd'hui. Alors, est-ce que l'écriture est de l'ordre du salut? C'est ça la question. C'est ce que disait Sartre hein, à la fin des mots. Il dit que dans une société sécularisée, quand le ciel est vide, quand la croyance en Dieu a disparu, l'écriture, la lecture aussi, peuvent venir à la place d'un Dieu qui ne répond pas. Et Sartre, d'ailleurs, à la fin des mots, dit « J'ai désinvesti, mais je n'ai pas défroqué ». C'est-à-dire que je crois aussi de moins en moins que la littérature sauve, mais quand même, je garde ma défroque et mon habitude de plume. Je suis un écrivain, je persévère. Bon, alors, le livre sur lequel vous me questionnez, j'avais un frère donc, qui était mon cadet de 4 ans et demi, qui était homosexuel et qui est mort du sida en 1995. Bon, il meurt en juillet. Et en décembre, en 3 semaines, j'ai écrit le livre qui a paru en 2014. Pourquoi est-ce que je l'écris à ce moment-là? Je crois qu'il y a 2 raisons. La première raison, c'est la peur de l'oubli. C'est-à-dire que il y a l'amnésie, ça existe aussi, et il y a des choses qui m'étaient très présentes, y compris de lui, puisque j'avais passé à son chevet le printemps 95, que je voulais fixer. Donc c'est un usage presque photographique du livre, du texte. Et la deuxième préoccupation, qui était la mienne, c'est une sorte de stèle. C'est-à-dire que quelqu'un est passé, mais pour que ce passage ne reste pas vide de sens ou ne s'efface pas trop vite, il y a là aussi une manière à la fois de rendre hommage, mais surtout de rendre justice à ce qu'a été le profil d'un être humain qui se trouve avoir été mon frère. Et j'avais quelques titres ou quelques connaissances intimes à écrire ce texte. Ça veut dire aussi qu'à l'époque, ce texte, j'ai essayé de le faire le plus beau possible, à l'image ou à la mesure de l'amour que j'avais pour lui et de l'être qu'il était. Mais je ne l'ai pas publié. Je ne l'ai pas publié, donc on peut écrire des textes et ne pas souhaiter qu'ils deviennent immédiatement publics. Bon, alors Oscar Wilde avait dit un jour d'un de ses amis, n'ayant pas trouvé d'éditeur, il a décidé d'écrire pour la postérité. Moi, j'avais un éditeur, mais il y avait des raisons très concrètes, enfin, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Il se trouve que mon père était malade et est mort 2 ans plus tard, et qu'un texte, ça peut aussi être une reviviscence d'une douleur récente, et que je me sentais comptable aussi, ayant écrit cela, de ne pas l'infliger, en quelque sorte, immédiatement à des gens qui étaient aussi dans la proximité d'un deuil. Bon, maintenant,
je vais vous dire pourquoi je l'ai publié en 2014. Parce que les morts vivent et qu'il y a parfois des guerres de mémoire. Moi, c'est un thème auquel je suis de plus en plus sensible, c'est ça, c'est la guerre des mémoires. Je pourrais même vous en dire un mot après, parce que pour moi, l'audace, elle est plutôt dans la mémoire que dans la projection futuriste. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Allez-y. Je vous dirai après. Mais sur le texte, il se trouve que lorsque mon frère avait 18 ans, 19 ans, à Lyon, puisque nous étions lyonnais, une jeune femme de son âge est tombée éperdument amoureuse de mon frère. Décrétant que c'était l'homme de sa vie, et je crois qu'elle le dit encore. Et ils ont eu une relation amicale, sinon amoureuse, mais très, très fusionnelle, très gémellaire, jusqu'à sa mort. Et il se trouve que cette jeune femme est plus connue aujourd'hui de l'opinion française sous le sobriquet de Brigitte Bardot. Et lorsqu'en janvier 2013, la Manif pour tous a été lancée, il y a eu à ce moment-là un certain nombre d'entretiens de Brigitte Bardot avec la presse, 3 ou 4, et à chaque fois, pour se dédouaner du soupçon d'homophobie, elle se prévalait de l'amour qu'elle avait eu pour un jeune homme, d'autrefois, homosexuel, qui s'appelait Philippe Lambron et qui était le frère de l'écrivain Marc Lambron. Bon, ça m'a pas fait plaisir. D'abord parce qu'elle maraboutait le désir d'un mort. Je ne suis pas sûr du tout qu'il aurait été à ses côtés dans le combat qui était le sien. Deuxièmement, parce qu'il y avait une façon de l'assigner à sa sexualité, alors qu'un être humain, c'est aussi autre chose que les objets sur lesquels sa sensualité se fixe. Troisièmement, parce qu'elle faisait un peu de name dropping, elle n'avait pas besoin de dire le frère d'eux, enfin ça me dérange pas, mais il y avait de ça. Et enfin, parce que je pense que s'il avait été vivant, elle ne se serait pas autorisée, elle ne se serait pas prévalue d'une histoire qui était certes la sienne, mais sur laquelle il avait lui aussi une vision ou une version à donner. Bon, donc voilà un cas assez curieux, si l'on veut, où l'actualité française nationale, 18 ans après la mort de mon frère, faisait que j'étais en présence d'une sorte de captation de mémoire. Elle le ventriloquait. Et donc, ma réponse à cela, ça n'a pas été de polémiquer, c'est simplement qu'il y avait ce texte écrit. Je crois que j'ai rajouté une virgule, mais je l'ai laissé dans son intégrité d'origine. Et le publier en janvier 2014, c'était une façon, justement dans cette espèce de guerre mémorielle, de ne pas laisser à Virginie Merle ou à Brigitte Bardot le monopole de la parole et de la mémoire et de l'angle sur un être humain qui avait été mon frère. Donc ce livre, c'est comme une contre-épreuve, c'est comme une autre parole, c'est comme une autre version de celui qu'elle a voulu dessiner post-mortem à bien des égards contre ce qu'il pouvait être. Voilà. Voilà ce que peut être le cheminement parfois singulier d'une écriture, d'un rapport entre un deuil, un texte et le temps où ce texte paraît. Je suis très frappée par une phrase que vous avez prononcée au tout début de votre réponse, qui était si j'écris, c'est que je ne sais pas parler. On vous entend parler très bien. Alors, qu'est-ce que vous réussissez à exprimer par les mots écrits qui ne passent pas par le langage oral pour vous ? Ça, c'est une vraie question, parce que, mais ça, je pense que tout écrivain peut se la poser. C'est-à-dire, où en est-on par rapport, nous, locuteurs, par rapport à la langue qu'on écrit. Je me souviens, j'avais interrogé Alberto Moravia, un grand écrivain italien, qui me disait, pour moi, le critère de la littérature, c'est qu'il y ait la moindre distance entre la langue que l'on parle et la langue que l'on écrit. Et par exemple, il n'aimait pas beaucoup Malaparte, parce qu'il trouvait qu'un écrivain comme Malaparte, un écrivain italien, mettait un peu trop de feston ou de pompe par rapport à la langue. Bon, à l'inverse, vous avez un exemple assez intéressant.
Emmanuel Berle, vous voyez qui était... Bon, Emmanuel Berle était un écrivain des années 20, 30, 40, il est mort en 76, grand ami de Malraux, grand ami d'Aragon, grand ami de Rieux-La Rochelle. Et Berle, je le cite parce qu'il dit, lorsque j'étais à la NRF chez Gallimard et que je voyais entrer Paul Valéry, donc Paul Valéry, c'est l'écrivain de la Troisième République, l'écrivain moraliste, l'écrivain marmoréen, l'écrivain dont des maximes sont inscrites au fronton du palais du Trocadéro, etc. Bon, c'est une sorte d'Aède, de poète lauréat de la Troisième, un grec version Albert Lebrun, si vous voulez. Et c'est Paul Valéry. Je ne devrais pas dire ça parce que en juin, j'ai été élu à l'Académie française au fauteuil 38, qui est celui de Paul Valéry. Bon. Eh bien, Berle disait, quand Valéry venait voir Gaston Gallimard, il parlait comme un charretier. Et puis, quand vous lisez Valéry, Le cimetière marin, voilà. Et donc là, voilà un cas d'écrivain qui mettait sa cravate et ses boutons de manchette quand il écrivait. Parce que sans doute, et ça se défend d'ailleurs, c'est comme un sculpteur, c'est une sorte de Phidias qui prend son plus beau couteau pour faire une forme idéale, alors même que la femme avec laquelle il vit n'est peut-être pas aussi idéale que cette projection platonicienne ou cette forme platonicienne qui est celle d'une beauté qu'après tout il a le droit de rêver, puisque c'est un artiste. Elle peut être irréelle et néanmoins elle va prendre consistance, parce qu'il y aura une vraie statue ou parce qu'il nous est loisible dans un roman de décrire les femmes comme elles pourraient être plutôt que comme elles sont. Enfin, vous connaissez la chose sur les hommes avec Racine Corneille, hein, qui peint les hommes tels qu'ils devraient être, c'est Corneille, l'autre, les hommes tels qu'ils sont, c'est Racine. Donc voilà, c'est très intéressant techniquement presque pour un écrivain que cette distance ou cette non-distance entre l'oral et l'écrit. Ce que je me demande en vous écoutant, puisque je vous posais une question personnelle et que vous m'avez répondu par l'intermédiaire d'Emmanuel Berle et de Claudel, etc., et de Paul Valéry, ce que je me demande, c'est si effectivement vous, avec l'écriture, êtes capable d'aller davantage dans votre intimité ou dans l'intimité de vos sentiments que lorsque vous prenez la parole en public ou avec d'autres. Écoutez, la prise de liberté, pour moi, en ce moment, quand j'écris, la liberté et peut-être l'audace. Mais je suis d'accord avec François Bégodeau pour dire que ce sont des audaces toutes relatives. Hein. Il y en a qui sont autrement périlleuses que l'audace d'un écrivain dans une période démocratique. Mais je dirais que sur la langue qu'un écrivain français aujourd'hui est supposé écrire, il y a quand même un certain nombre de sommations. Il y a des gens où il y a une doxa, où il y a une opinion générale, où il y a des journaux qui nous disent, pour être moderne, mettons, pour être contemporain, il faut écrire comme ça. Il y a quand même un certain nombre de normes, c'est-à-dire qu'il faut écrire justement pas comme Valéry. Il faut écrire relâché, il faut écrire grunge, il faut être... Bon. Moi, par rapport à notre langue, mais plus largement par rapport à la vie, j'ai l'impression d'être... En ce moment, là, c'est une chose que je ressens ces semaines-ci, d'être dans une sorte de guerre par rapport à la vie, à la perception de la vie. Et je dirais une guerre des temps. Je m'explique en 2 minutes. Je dirais temps biologique, temps mémoriel. Le temps biologique, c'est le temps auquel les chaînes d'actualité permanentes, le zapping, la presse hebdomadaire nous portent. C'est-à-dire c'est un temps qui coïncide à peu près avec nous. Le temps biologique, c'est le temps de ce que nous savons, de ce que nous avons un peu avant. Je vais donner un exemple, je ne vais pas être méchant, mais quand je regarde le grand journal de Canal+, par exemple, qui est quand même le prototype de la branchouillerie quotidienne, il est exceptionnel qu'il soit fait référence à des choses, des individus qui ont existé ou qui se sont déroulés avant 1950. Le Monde a été créé en 1950. Alors parfois, il y a Fabrice Lucchini qui vient dire un peu de Molière, ou il y a Laurent Deutsch qui vient expliquer que les rues de Paris ont une histoire. Mais sinon, le Monde a été créé en 1950. C'est un des dogmes auxquels un écrivain a affaire. C'est-à-dire que Elvis Presley, c'est le Jurassique, et les Beatles, c'est le Crétacé. Bon, voilà, ça, c'est ce que j'appelle le temps biologique, le nôtre. Et nous sommes tellement merveilleux, puisque pour l'instant, c'est nous qui fermons la marche de l'histoire, que nous sommes en position de résumé, de synthèse et de surplomb
par rapport à tous les ringards qui nous ont précédés. Le passé est ringard, c'est bien connu. Bon. Maintenant, ce que j'appelle, donc ça c'est le temps biologique. Maintenant, ce que j'appelle le temps mémoriel, c'est le temps de l'action de grâce. Moi, c'est celui dans lequel je vis presque malgré moi. C'est-à-dire, et de plus en plus, je vis avec le sentiment que le monde a été rendu, le monde dans lequel nous sommes, a été rendu habitable par ceux qui nous ont précédés, qui pouvaient être des architectes, des ingénieurs, des écrivains, des cinéastes, des peintres, des photographes. Mais c'est une expérience que j'ai quotidiennement quand je marche dans une rue de Paris. Je vois des bâtiments. Je suis sur un quai qui apparaît dans Aurélien d'Aragon, ou tel angle, ça me rappelle une photo de Douaneau ou de Man Ray. Et puis il y a des tas de lieux qui ont été vus, aimés et chantés. J'en suis pas conscient. Je veux dire, c'est pas seulement une mémoire culturelle, mais c'est quand même la mémoire diffuse du fait que si nous sommes là, nous sommes en dette. Nous sommes bien sûr des inventeurs, nous sommes des audacieux, mais nous sommes aussi des héritiers. Et peut-être qu'une des audaces du moment, c'est celle de l'héritage. Merci beaucoup. Alors, j'ai devant moi combien d'étudiants? Vous pouvez lever la main, tous ceux qui sont du panel, qui ont préparé des questions? D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais vous donner la parole à chacun, comme c'est convenu. Je vais vous demander de choisir peut-être la question à laquelle vous tenez le plus, parce que je suis sûre que dans la salle aussi, il y aura beaucoup de questions pour nos invités. Allez-y. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Beaumont Pasquier, je suis étudiant à l'ESSEC. Donc j'ai une question générale. Donc aujourd'hui, en fait, les écrans pullulent, le temps s'accélère et les points d'intention se font de plus en plus nombreux. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il va être de plus en plus difficile pour nous d'exprimer ces mots? Et est-ce qu'on va perdre une qualité dans ce qui fait la richesse de la littérature? Elle est pour qui, votre question? Par exemple, Philippe Grinvert. Quand vous prononcez le mot écran, évidemment, en tant que psychanalyste, j'entends le double sens. C'est vrai que nous vivons face à des écrans, on sait que c'est une ouverture sur le monde, on sait aussi qu'un écran, c'est ce qui nous protège du monde, c'est ce qui fait écran. C'est quand même paradoxal de se dire que ce qui nous apporte est aussi ce qui nous aveugle et ce qui nous empêche de voir. Donc, est-ce que votre question touchait aux mots et à la façon de les exprimer? Il est vrai qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, beaucoup de mots MAUX s'expriment par le biais de textos ou de mails. Les mots s'expriment en mail. Et il y a quelque chose de troublant dans le fait qu'on a beau critiquer cette façon les jeunes, c'est affreux de dire ça quand on commence à dire les jeunes. Mais en tout cas, c'est en tout cas un mode de communication que je ne connaissais pas quand j'avais votre âge. Voilà, on va dire ça comme ça. Et qui est quand même évidemment une façon écrite de dire les choses, que ce soit avec des mots transformés, phonétiques. C'est quand même, je trouve, assez réconfortant de se dire qu'il y a une nécessité, presque parfois impérieuse et presque addictive, de dire. Et non seulement de dire, mais de le dire en l'écrivant. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que très souvent, je vois qu'il y a peut-être même une petite préférence à envoyer des textos sur le fait de parler directement. Il suffit que je regarde un peu ce qui se passe dans les transports en commun. Il est évident que, voilà, ça me trouve. C'est une nouvelle forme peut-être de littérature, c'est-à-dire ce qu'on a beaucoup aimé, c'est-à-dire la correspondance. Peut-être que ce sont des liaisons dangereuses d'aujourd'hui. Qui d'autre veut poser une question? Bonjour, Damien, étudiant à l'École Polytechnique. Ma question s'adresse à François Bégodeau à propos de votre ouvrage le plus connu, sans doute, Entre les murs, dans lequel vous avez dépeint l'enseignement en milieu difficile. Alors, depuis sa parution, il y a sans doute des gens qui seront même tentés de dire que les choses auront empiré. Alors, avez-vous le sentiment d'avoir soigné certains mots de l'enseignement en milieu difficile, et notamment d'avoir fait évoluer le regard de la société française vis-à-vis de celui-ci? Oui, bien sûr. Depuis que le livre est sorti, l'école va beaucoup mieux, ainsi que la société.
Bon, là-dessus, je suis assez content de moi. Ça marche, bon, oui. En fait, pour être un peu sérieux, je pense que ça aurait été... Comment dire, si un livre pouvait déplacer un peu les choses, les faits, bon, ça prouve bien que le problème n'était pas si profond. Hein. Si un pauvre petit livre arrivait à déplacer ce que jadis un ministre appela le mammouth, et je pense que c'était une métaphore beaucoup trop légère. Enfin, il aurait fallu inventer un animal beaucoup plus gros. Bon, c'est que le mal était pas si profond, donc évidemment que ça n'a rien changé. Plus généralement, je me demande si un livre peut changer quelque chose à la société, et peut-être plus originellement s'il le doit, si c'est souhaitable, si c'est désirable, parce qu'on présuppose toujours que on peut admettre volontiers les livres ne changent rien à la vie ou à la société, mais on a tendance à le désirer un petit peu. On a tendance à déplorer que les livres ne changent pas les choses. Bon, je reviendrai sur cet aspect un peu plus tard. Le premier aspect, c'est... je ne suis pas sûr, moi qui suis assez matérialiste, je n'ai pas l'impression que les idées changent quoi que ce soit à la matière. J'ai plutôt l'impression que les idées sont l'émanation de la matière. Et pour le dire, que je dirais que les livres seraient plutôt l'émanation de la société plutôt que l'inverse. Après, c'est évidemment très compliqué. Je veux dire, est-ce que c'est les Lumières qui font 1789 ou est-ce que finalement les Lumières ne sont pas elles-mêmes un symptôme d'un processus économico-social, etc., qui mènera à 1789 ? Je passe sur cette question à la fois fondamentale et beaucoup trop complexe pour ici, mais pour être traité rapidement, je veux dire. Et avec des gens médiocres, en fait, c'était ça le fond de ma pensée. Ouais, c'est ça, c'est mon inconscient à parler, quoi, mon inconscient un peu méprisant, enfin, je veux dire, voilà, c'est ça. L'audace coûte cher, hein. Donc je sais pas, voilà. Donc par ailleurs, je sais pas si individuellement même un livre change un individu. Je suis même pas sûr de ça. J'ai l'impression qu'un livre, on l'aime quand il nous raconte des choses qu'on sait déjà. C'est peut-être une hypothèse un peu pessimiste, mais je me fous d'être optimiste ou pessimiste. Ce qui m'intéresse, c'est d'être juste, quoi. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que des livres aient changé ma vie. Je pense que parfois, ils ont formulé quelque chose qui était en moi et ils lui ont donné peut-être d'abord une vertu jubilatoire et puis peut-être une vertu de clarté, enfin quelque chose comme ça. Mais donc, alors à l'échelle d'une société, c'est même pas la peine. Quant à savoir si des livres doivent changer la société, enfin si vraiment on doit absolument s'attrister du fait que les livres ne changent rien, et que finalement la pensée est très peu de poids, la pensée ou la littérature, le récit, est très très peu de poids dans l'ordre des choses. Alors moi, franchement, je ne le déplore pas du tout. Parce que finalement, c'est toujours assez agréable d'envisager l'hypothèse que les livres pourraient changer le monde. Nous, évidemment, nous autres écrivains, du coup, ça nous donne de l'importance. Donc c'est content. C'est très sympa pour nous, quoi. Je veux dire, ça nous donne un rôle très gratifiant, qui est un peu une vieille rêverie du philosophe qui éclairerait le prince, bon, etc. C'est des rêveries qui ne sont pas les miennes, mais je comprends que certains écrivains puissent les avoir. Bon, tout ça, en même temps, est un schéma plutôt rigolo, tant qu'on est d'accord avec la pensée qui va influencer le monde et avec le livre qui va changer les choses. Mais je connais un livre qui, sans doute, a eu un peu d'influence au moment où il est sorti. Alors, il faudrait voir aussi ce qu'en pensent les historiens. Il faudrait être très, très précis sur quelle a été effectivement son incidence. S'il était lui-même symptôme ou s'il a été véritablement déterminant, conditionnant et une cause. Mais ce livre, il s'appelle Mein Kampf. Il a eu une influence, certaine, je pense. Enfin, en tout cas, il a eu une valeur de cristallisation d'une énergie qui était en train de monter, qui était l'énergie, disons, fasciste, nazie, etc., etc. Donc, vous savez, moi, bon. Et alors, pour finir d'un point de vue plus individuel, moi, de savoir que mes livres n'ont absolument aucune influence sur la société, et je dirais même finalement assez peu d'influence sur ceux qui les lisent individuellement, moi, ça me réjouit. Ça me rend délicieusement irresponsable et ça me donne une liberté d'écrire. Ça, je pense qu'il faut quand même insister là-dessus dans le débat qui est le nôtre aujourd'hui. Un écrivain, je ne mets pas les écrivains en exception de quoi que ce soit. Les écrivains font partie de la communauté humaine au même titre que n'importe qui. En revanche, je crois à la spécificité du régime d'énonciation littéraire ou artistique. Et je crois qu'un écrivain n'est pas un psychanalyste. Et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour le travail analytique et pour Freud lui-même, que je considère à l'inverse d'un philosophe cité tout à l'heure comme un des génies du XXe. La psychanalyse fait ce qu'elle a à faire. Vous parliez de ce que vous faites, vous, dans Psychologie Magazine. Vous faites ce que vous avez à faire ou ce qui vous importe de faire. La littérature, c'est pas ça. La littérature n'est pas là pour guérir les gens. Elle n'est même pas là pour guérir l'écrivain. Je crois que la littérature, moi, me procure de la joie quand je l'exerce, dans le temps même où je l'exerce. Ça me fait jouir d'écrire. C'est difficile, c'est compliqué, parfois c'est un peu, comment dire, désemparant. On n'y arrive pas, quoi. Mais c'est difficile. Mais par contre, je n'écrirais pas si ça ne me faisait pas jubiler. Et j'ose espérer que les quelques personnes dans une communauté donnée qui lisent de temps en temps des romans y trouvent du plaisir. Donc je pense que dans le temps même où ils lisent,
Ils y trouvent une satisfaction, mais ce n'est pas une guérison. Et moi, je me méfie au contraire beaucoup de l'art qui prétendrait, comment dire, guérir ses récepteurs, quoi. Ça serait, encore une fois, ça dépend qui le fait, mais si c'est quelqu'un de redoutable, je ne mettrai pas, disons, mes amis entre ses mains. Et donc voilà, je pense que, pour être un peu pontifiant, et je m'en excuse d'avance, je ne pense pas que l'art nous console du monde ou nous guérit du monde. Je crois qu'au contraire, il nous en fait jouir. Et il nous fait jouir même du pire, ce que Nietzsche appelle la joie tragique. L'art provoque de la joie tragique. On jouit de choses qui, si elles étaient vécues directement et sans la médiation de l'art, nous horrifieraient. On est nombreux à avoir lu Le Voyage au bout de la nuit, je pense, puisque c'est un livre qui est encore beaucoup lu et qui est un livre indéniablement admirable. C'est un livre qui procure de la jouissance et qui pourtant est un voyage au bout de la nuit sans aucune rédemption, sans aucune rémission, sans aucune consolation. Et Shakespeare, et la grande tragédie grecque, etc., etc. Je crois que c'est vraiment important de le dire, et c'est pas du tout pour néantifier les autres protocoles de langage, au contraire, que chacun fasse son travail, mais vraiment c'est important, je crois, de conserver à la littérature cette divine irresponsabilité. Je crois que Philippe Grimbert, vous voulez réagir ? Oui, je voulais juste rebondir, comme on dit, sur ce qu'a dit François Bégodeau, qu'en effet, un écrivain n'est pas un psychanalyste. J'espère simplement qu'il y a des psychanalystes qui peuvent être des écrivains. Sinon, je vous l'accorde. Je l'accorde à vous, mais exceptionnellement. Vous avez dit que le plaisir que vous pouviez avoir à lire un livre venait souvent du fait que vous y trouviez formulé quelque chose que vous connaissiez déjà. Je suis aussi tout à fait d'accord. C'est quelque chose que j'ai bien connu, mais qui me semble quand même une fonction essentielle de la littérature, celle de formuler l'indicible chez l'autre. Il y a quelque chose comme ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle Un secret. Il se trouve qu'il m'a valu beaucoup de courriers. Et dans ces courriers, très souvent, la lettre commençait par « Cher monsieur, j'ai lu votre livre, que j'ai beaucoup aimé pour des raisons que je passerai ici par modestie, par pure modestie. » Mais la personne finit toujours par me dire, et j'en ai un grand nombre comme ça, vous savez, si j'ai été touché à ce point par votre livre, c'est parce qu'il raconte exactement mon histoire. Ensuite, la personne raconte son histoire, qui n'a rien à voir avec la mienne. Et je trouve que c'est... Alors, en effet, ça peut faire rire, parce que c'est drôle, mais c'est aussi très touchant, parce que c'est peut-être ça le secret du succès d'un livre, c'est qu'il raconte votre histoire, même quand ça n'a rien à voir avec la vôtre. Donc je crois que c'est dans cette alchimie-là que ça se situe. Je crois que c'est... Et juste un dernier mot sur la guérison, parce que ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est aussi un des procès qu'on a fait et qu'on fait encore à la psychanalyse, ça ne guérit pas. Alors j'ai coutume de dire, d'une façon un peu provocante, vous avez raison, mon frère a raison aussi, la psychanalyse, ça ne guérit pas, ça sauve. C'est beaucoup mieux. Bon. Donc et ça n'est pas un jeu de mots, c'est vraiment quelque chose de cet ordre. Et je crois que le malentendu sur la psychanalyse qui guérit, c'est-à-dire qui sera une médecine comme une autre, est quelque chose qui vaut à la psychanalyse beaucoup de malheur. C'est-à-dire qu'on rentre en analyse, et ça c'est aussi l'audace de Freud qui a quand même dit, reprise par Lacan d'ailleurs, que la guérison en analyse survient de surcroît. Ça c'est audacieux de dire ça quand on vient pour se faire soigner. Vous savez, vous serez peut-être guéri, mais ce sera de surcroît. Ce qui va surtout se passer en vous, et c'est quelque chose qui pour moi me mobilise vraiment quand je fais un travail analytique, quand je l'ai fait pour moi, mais quand je le fais pour ceux qui viennent me consulter, c'est-à-dire les aider à faire, je reprends souvent une formule de Gide, que je trouve être une très bonne définition de la psychanalyse, il faut toujours suivre sa pente, pourvu que ce soit dans mon temps. Et je dirais que si la psychanalyse peut aider quelqu'un, c'est précisément en faisant en sorte que ses symptômes ne soient plus un empêchement, mais une force. Et dans ce cas-là, on ne peut pas parler de guérison, puisque le symptôme, on le préserve. Au contraire, c'est la personnalité, le symptôme. Marc, vous vouliez aussi réagir à quelque chose qu'avait dit François, je crois. Peut-être. Non, il y a plusieurs questions. Il y a liberté, place de l'écrivain. Est-ce que l'écriture est curative ? Tout ça est mélangé. Sur liberté, place de l'écrivain, je trouve qu'on est dans une époque très confuse, très ouverte, très passionnante. Par exemple, il est évident qu'il s'échange aujourd'hui quotidiennement dans le monde beaucoup plus de messages écrits, parce qu'il y a des mails, qu'en 1975. Donc, on dit qu'on est dans un crépuscule de la syntaxe ou de l'écriture. En réalité, on écrit beaucoup, beaucoup plus quotidiennement aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Bon, les textos ou les tweets, on peut dire que
ça nous ramène à un exercice extrêmement sommaire du langage. En même temps, c'est immémorial, parce que la maxime, Dieu sait qu'en France, entre Chamfort, La Rochefoucauld et quelques autres, la maxime, c'était du tweet, 140 signes, bien souvent. On peut même faire mieux dans la concurrence des brièvetés. Le poème en anglais, par exemple, probablement le plus court qui ait été écrit, le titre est long, mais le poème est court, c'était « De l'ancienneté des microbes ». Le titre, c'est « De l'ancienneté des microbes ». Le poème, c'est « Adam had them ». Adam en avait. Des microbes. Ah oui, Adam had them. Alors, on avait un jour soumis ça à un personnage plus lettré qu'on ne pourrait le penser, qui est le boxeur Cassius Clay, Mohamed Ali. Il avait dit, moi, je peux faire mieux. Et il avait fait un poème qui dit beaucoup de choses sur les années 60, sur l'homme qu'il était. C'était « me, oui, moi, vous », l'individu et la communauté. Je crois que le record, il faut remonter encore plus haut, il est latin. Donc à l'époque, ce n'était pas des tweets ou des textos, c'était des échanges par tablette de deux amis latins qui avaient pris le pari de faire le texte le plus court. Et donc l'un envoie à l'autre « Eo rus », je vais à la campagne. Et l'autre répond « I », impératif du verbe « irer », vas-y. Voilà. Donc vous voyez que les tweetos, ça peut rejoindre les formes les plus extrêmes dans la concision du langage et même d'autres langages. Voilà, ça c'est une sorte de paradoxe. La chanson la plus courte de Raymond DeVos, qui disait la chanson la plus courte du monde, se coucher tard, nuit. Absolument. Après, des choses. Bon, le destin des écrivains. Je suis d'accord avec Bégodeau pour dire que l'écriture ne console pas. Il n'y aura pas de parole magique. En même temps, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, si vous êtes pessimiste, vous pouvez penser que nous allons avoir le destin, nous allons finir dans les catacombes. C'est-à-dire que le roman peut avoir dans quelques années, même quelques décennies, le destin qui est un peu aujourd'hui celui de la poésie. C'est-à-dire que les gens qui écrivent ou même qui lisent de la poésie contemporaine sont devenus souterrains, en quelque sorte. L'autre hypothèse qui serait positive, flatteuse et comment dire, prétentieuse, ça serait de dire que nous allons tous devenir japonais. Vous savez qu'au Japon, il y a la notion de trésor national ou de monument national vivant qu'on décerne parfois à certains augustes citoyens japonais. Alors peut-être qu'on pourrait créer ce genre de choses. Autre chose encore, puis après j'en aurai fini, qui donne à penser dans cette confusion, nous allons, là, dans les 30 ans, vers le milliard de locuteurs francophones sur Terre, à cause de l'Afrique, ou grâce à l'Afrique. Donc ça veut dire que dans 30 ans, La Rochefoucauld, Corneille ou Beaumarchais seront lus surtout à Bamako, à Dakar ou à Cotonou. Ça ouvre aussi des perspectives, et elles sont assez vertigineuses, à notre langue, aux écrivains et aux écrivains à venir. Encore une question d'étudiant. Bonjour, je m'appelle Alice Di Concetto et je suis étudiante à Sciences Po en droit. Et ma question s'adresse à vous, Monsieur Lambron. J'aimerais vous interroger sur la relation entre le langage juridique et la langue de l'écriture. Et donc ma question est la suivante. Est-ce de l'audace que votre expérience d'écrivain insuffle à votre travail au Conseil d'État ? Est-ce que mon travail d'écrivain insuffle de l'audace dans mon travail de juriste? Oui. C'est ça? Oui. Bien sûr, c'est l'inverse. Non, mais alors il y a eu dans l'histoire française il y a eu des écrivains légistes. On pourrait dire que Montesquieu, c'est un fondateur de la pensée politique et juridique, théorie du souverain et pré-démocratique, pourrait-on dire. Donc les écrivains, évidemment, se sont mêlés de droit. Puisque vous parlez du Conseil d'État, il y a eu deux écrivains insignes qui en ont été membres au début du XIXe siècle. C'était Stendhal,
et Benjamin Constant, brièvement. Bon, Stendhal disait que pour lui, le modèle de la phrase française, c'était le Code civil. C'est-à-dire la brièveté, la sécheresse. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. C'est une phrase qui est assez simple et efficace. Donc, est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce que la langue du droit, autrement dit, est aussi la langue de l'écrivain? C'est un peu ça. Enfin, est-ce qu'il peut y avoir des rapports entre les deux? Je ne devrais pas le dire, mais il me semble qu'une certaine pratique de la concision, de la forme de probité aussi dans l'usage légèrement austère du langage, qui est celle du juriste ou du magistrat quand il rédige sa décision. Le souci aussi de ne pas dire n'importe quoi. Parce que une décision de justice, à la différence d'un roman, un roman, ça laisse ouvert ce que l'auteur va en faire. Une décision de justice, ça a des effets concrets sur les justiciables, sur ceux sur les requérants, voilà. C'est ce qu'on appelle en linguistique du performatif, c'est-à-dire ce sont des mots qui ont une conséquence directe dans le réel. Le roman, c'est pas performatif, c'est polysémique, c'est-à-dire ça a plusieurs sens et ça ouvre à autre chose. Maintenant, j'élargirai brièvement aussi pour dire que le droit, évidemment, ça peut être l'arrière-fond sur lequel on écrit. Je pense que Solzhenitsyn a écrit L'archipel du Goulag sur un fond d'humanisme qui appelait un droit contre un état de droit, contre un état de fait. Je pense que Nadine Gordimer, en Afrique du Sud, elle a écrit sous l'apartheid parce que derrière ce qu'elle écrivait, ce qu'elle essayait de manifester, il y avait aussi l'appel à un monde meilleur, qui ne veut pas dire un monde impossible, puisque la preuve, c'est que la démocratie, pour certains États, était encore un futur, et ce futur a été actualisé. Donc évidemment, il y a des rapports qui peuvent être intéressants et des rétroactions entre une certaine pratique de l'écriture et une autre. Ce n'est pas absolument étanche. Qui d'autre veut prendre la parole là, parmi vous? Voici. Oui. Bonjour. Alors, ma question s'adresse à François Bégodeau. En fait, du coup, alors je me présente déjà. Je suis en prépa lettres, en deuxième année de prépa lettres, au lycée Gustave Monod, à Enghien. Je voulais vous poser la question, François Bégodeau, si, selon vous, aujourd'hui, est-ce de l'audace de parler de l'éducation, qui est un mot, M-A-U-X, de la société? Et par ailleurs, je fais un peu de com, je suis ambassadrice d'un programme d'égalité des chances à l'ESSEC et je voulais savoir si vous accepteriez de le représenter. Oh, le votre nom est revenu plusieurs fois, en fait. En voilà une belle audace. Non. J'ai vraiment pas que ça à faire, enfin je veux dire, mais ça dépend combien vous payez. Enfin voilà. On en parle après. Et vous savez, prépa lettres, ça mène à rien, vous êtes au courant ou pas? Faites attention. Hein. D'accord, école de commerce après, donc ça ira, ok. Ça au moins c'est... j'ai même pas compris. C'est que là... Je crois que j'ai déjà répondu à cette question plus ou moins, non? Elle ressemble pas un petit peu à celle d'avant? Ou alors vraiment je suis pas attentif? Désolé, hein, je veux pas du tout... Est-ce de l'audace pour vous de parler de l'éducation aujourd'hui? Bah, non, parce que sinon on serait énormément d'audacieux en France, hein, vu que sur 60 millions de Français, il y en a à peu près 59 millions qui se piquent d'avoir une opinion sur la question. On serait vraiment tous très audacieux. Donc c'est un sport national de parler de l'école en France, sans doute ailleurs aussi, mais on sait bien que l'école en France, elle a une fonction très particulière, historique, très très centrale, beaucoup trop d'ailleurs, et c'est peut-être un petit peu ce qui nous plombe finalement. Donc non, parler d'éducation en soi n'est pas audacieux. Éventuellement, ce qu'on pourrait y dire pourrait être audacieux. En tout cas, encore une fois, par rapport à la dichotomie audace, pas audace, je préférerais pensée singulière, pensée commune. Je crois que c'est une pensée commune que de déplorer que 250 000 enfants, je crois, sortent du système sans diplôme. On entend tout le temps. Bon, c'est tellement commun de le dire que de Marine Le Pen à Besancenot, en passant par tous les autres, tout le monde en fait le constat pour à chaque fois le déplorer, s'en attrister, etc. Peut-être une pensée un peu plus singulière,
que je suis pas loin d'épouser, me ferait dire que moi, l'école, les premiers de la classe, ça me va pas non plus. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à mettre en avant le... En gros, l'école, ça serait super si tout le monde y réussissait. Moi, je crois pas. C'est-à-dire que je trouve que le mode de réussite qu'induit l'école m'intéresse pas beaucoup non plus. Moi, j'ai été un premier de la classe et je me suis pas beaucoup aimé comme premier de la classe. C'est pas vraiment ce que j'ai préféré dans ma vie, être premier de la classe. Et quand je repense au premier de la classe que j'étais, une espèce de machine à gagner et à tout faire bien comme il était convenu de faire à l'école, où je suis pas sûr que c'est soit la période de ma vie où j'ai été le plus intelligent, etc. Je dis des choses qui gênent, donc on me censure. Ouais, c'est ça l'audace. Et donc, mais je continuerai envers et contre tout. Et donc, Manuel Valls, si tu m'entends. Donc voilà, mais je veux pas épiloguer sur l'école parce que voilà, ça serait un autre débat beaucoup plus, enfin, je veux dire, complexe quoi, en soi. Oui, on peut applaudir. Il marche pas celui-là. On va s'en mêler. Et je crois qu'il y a encore 2 étudiantes qui n'ont pas posé de questions. 3. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore. Ok. Alors allons-y. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Vink et je suis étudiant à l'ENSI Les Ateliers, qui est une école de création industrielle, de design. Du coup, moi je m'intéresse aussi, parce que les mots sont une partie intellectuelle ou une partie, enfin, c'est une expression de l'esprit. Et moi, ce qui m'intéresse, la question que je veux poser, je ne sais pas si elle est la bienvenue, mais on va voir tout de suite, c'est quel lien avec l'expression, enfin, déjà quelle différence entre écrire et s'exprimer, c'est-à-dire qu'on est déjà dans quelque chose qui est plus de l'ordre du corps et de l'expression corporelle, et pour aller plus loin, quel lien entre l'expression des mots pour guérir, les mots M-O-T-S, et le corps en fait. Est-ce que vous faites un lien avec ça, c'est-à-dire la dimension matérielle de la vie? La question s'adresse à... Alors, je pense que Philippe est un très bon interlocuteur là, oui. Merci. J'espérais qu'elle s'adressait à quelqu'un d'autre. Je vais commencer par la fin parce que c'est ce qui me sera le plus facile quand même, c'est de s'apercevoir comment, au cours d'un travail analytique, les mots MOTS, bien sûr, donnent au mot MAUX une toute autre couleur, un tout autre sens. C'est-à-dire qu'on perd quelque chose du côté d'être dupe de ce qui nous arrive. Oh, je ne sais pas ce que j'ai, je suis toujours malade, j'ai toujours mal dans le dos. Enfin, cette espèce de plainte incessante qui, quand elle prend sens du côté du j'en ai plein le dos, ou bon, ça c'est un grand classique de l'interprétation analytique, mais commence déjà à détacher les mots du corps et à permettre d'avoir sur soi-même un autre regard. Je pense justement à ce propos, à propos de l'audace, de l'audace du psychanalyste quand il a à interpréter quelque chose. Parce que quand même, à la fois, cette audace-là, elle ne se paye pas de mots, c'est vraiment pour employer cette formule. C'est-à-dire que quand on sait le pouvoir des mots sur le corps et sur le psychisme, et surtout dans le cadre de ce qu'on appelle le transfert, c'est une relation analytique dans laquelle quand même la parole est potentialisée à son maximum, on fait très attention en tant qu'analyste à ce qu'on va dire, et on sait qu'un mot malheureux peut, comme c'est le cas d'ailleurs dans l'histoire des sujets parfois, à quel point un jugement, un mot malheureux sur un enfant le poursuivra toute sa vie et peut-être même sera la clé malheureuse de son destin. C'est une chose terrible et ça on l'entend beaucoup en analyse. Je donne un exemple bref, mais du moment où le psychanalyste se dit que là ce mot-là va peut-être avoir des conséquences et qu'il mesure le moment de le dire ou pas, c'est-à-dire d'avoir un peu d'audace dans son interprétation avec tous les risques. Un analysant vient me voir, quelqu'un d'extraordinairement déprimé et suicidaire, vient me voir ce jour-là avec une sorte d'intention, cette fois-ci, qui semble hélas assez ferme, de mettre fin à ses jours, évoquant une série de drames familiaux transgénérationnels, des jumeaux morts-nés, des suicidés, enfin bon, dans chaque génération, et il finit sa longue description par une phrase « Je vais me tuer comme ça pour que ça finisse tout ça ». Et sans même réfléchir, mais le quart de seconde qu'il faut pour se dire est-ce que j'aurai l'audace de le dire, je me surprends à lui dire vous voulez dire pour que ça continue. Et là, je veux dire, c'est pas, bon, si je le raconte, c'est parce que oui, en effet, je trouve que c'était bienvenu. C'est pas toujours le cas. On n'est jamais très sûr de la phrase qu'on va dire et de l'effet que ça aura sur la personne.
peux dire aujourd'hui que j'ai empêché ce jour-là ce patient de mettre fin à ses jours. Si toutefois, enfin, je sentais qu'il y avait un vrai risque. J'entends souvent des gens en parler, mais parfois, quand on est clinicien, on mesure le risque réel. C'est que tout à coup, ce mot-là, pourtant c'est d'une banalité absolue, il me dit je vais mettre fin à mes jours pour que ça finisse, et je lui dis vous voulez dire pour que ça continue. Sauf qu'en disant pour que ça continue, évidemment, qui est le contraire de finir, c'est une façon de lui dire voilà, vous allez vous situer à nouveau dans cette série de drames familiaux, cette malédiction familiale qui vous a poursuivi jusqu'à maintenant. C'est une interprétation. Comme quoi, une interprétation, parfois, c'est une toute petite chose. C'est un mot qui a, de mon point de vue, empêché quelqu'un de verser vers la mort. Bon. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. En tout cas, c'est sur le pouvoir du mot, sur les mots du corps ou sur les mots du psychisme. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et dans la relation analytique, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'on voit bien que le petit coup de scalpel, il est verbal. Hein, et que parfois, il a des effets incroyablement périlleux, mais parfois extraordinairement bénéfiques. Ça, c'était la fin de la question. Le début, je ne m'en souviens plus. Maintenant, évidemment, je suis parti. La question portait sur la différence entre l'expression du corps et l'expression des mots. Et peut-être vous pourriez dire quelque oui, chose de votre intérêt pour la danse. Mais nous sommes tous bien placés pour en parler. Oui, la danse, parce que je vais sortir en janvier un livre où j'imagine la cure psychanalytique d'un danseur célèbre qui vient voir un psy, un danseur célèbre qui s'appelle Rudolf Nureyev et qui vient à un moment donné de sa vie éprouve le besoin d'aller parler à un psy. Et justement, à ce moment-là, il arrive un moment dans le livre où précisément Rudolf Nureyev est à ce moment de sa carrière où ses forces commencent à l'abandonner et où ce qui pouvait s'exprimer par la danse ne le peut plus. Et c'est à ce moment-là qu'il ressent le besoin d'aller en parler. Même pas en parler, à un psy au moment où son corps qui lui permettait d'exprimer absolument tout, les tensions, les drames, les ambivalences, la féminité et la virilité incroyable dont il pouvait faire preuve, tout ça commence à l'abandonner et c'est à ce moment-là que la langue vient. Je pense que les deux se complètent. Hein. Je crois que le corps n'est pas du tout abandonné en psychanalyse, même s'il s'abandonne sur un divan, c'est pour mieux réapparaître dans le langage. Et je crois avoir dit clairement à quel point les mots ont un effet sur le corps. Donc, mais en effet, là, dans cette histoire-là, on voit bien que pour certains, en effet, le corps, tant qu'il permet, ce qui explique parfois des grands moments de dépression quand on est obligé d'abandonner une discipline ou sportive ou artistique dans laquelle le corps était engagé et où le moment de parler est vraiment venu. Marc Lambron voudrait répondre à votre question aussi. Oui. Non, c'est juste une petite note de bas de page à ce que vient de dire Philippe Grimbert. C'est qu'il y a, et ça nous le connaissons tous, sur ce rapport entre écriture et corps, il y a quelque chose d'universel, c'est le théâtre. C'est-à-dire qu'un écrivain rédige une pièce, le texte est fixé parfois depuis des siècles ou des millénaires, texte d'Eschyle, texte de Shakespeare, texte de Molière par exemple, et ce texte, au fil du temps, enfin d'abord à la création, mais au fil du temps, va précisément agir sur des corps, qui sont les corps des comédiens, et qui vont vivre, qui vont incarner ces mots avec leur jeu. Et ça peut durer très longtemps si le texte est appelé à perdurer. Ou variante, je me tourne vers mes deux confrères, je pense que si Un secret devient un film de Claude Miller, ou si Entre les murs devient un film de Laurent Cantet, il y a quelque chose de leurs mots romanesques qui se sont retrouvés probablement évidemment dans les situations et sans doute dans les dialogues de ces films. Mais là aussi, il y avait des acteurs, il y avait des corps concrets qui disaient un texte d'auteur vivant. Voilà, c'est juste cette petite note. Mesdemoiselles, les deux dernières questions du panel d'étudiants, et puis on va essayer de prendre quelques questions de la salle avant que l'heure se termine. Alors ma question, ça revenait un peu sur le langage corporel, et moi c'était plutôt, est-ce que c'est plus audacieux de soigner par exemple par une accolade ou une mère qui va prendre son enfant dans ses bras, ou alors de soigner par les mots, parce que parfois voilà, prendre quelqu'un dans ses bras, ça peut vouloir dire beaucoup plus que des mots. Voilà. Mais je crois que la réponse est dans la question, comme c'est souvent le cas. C'est-à-dire que, comme vous le dites très justement, prendre dans ses bras, ça veut dire beaucoup. Donc on est aussi dans le registre de la parole, d'une certaine façon, quand on prend quelqu'un dans ses bras, puisqu'on lui dit. On lui dit quelque chose avec cette accolade. Évidemment, non, je crois que on
ne peut pas imaginer qu'une mère dise à son enfant j'ai simplement envie de t'embrasser, mais je ne vais pas le faire parce que la parole est beaucoup plus importante que le geste. C'est même ce qui me stupéfiait quand j'ai commencé à travailler sur la chanson et de me dire que quand on parle à un tout petit, en effet, on ne parle pas seulement en parlant, parce que la parole a un aspect extrêmement traumatisant si elle est adressée à l'enfant, au tout petit, comme je vous parle maintenant. C'est-à-dire, viens mon petit, c'est l'heure de ton biberon. Si quelqu'un dit à un bébé une formule qui est pourtant, alors que ça peut devenir, viens mon petit, c'est l'heure de ton biberon, tout va bien. Mais si on prend le ton qu'on prend d'habitude, c'est-à-dire que ça interroge vraiment sur la puissance, sur le pouvoir et parfois sur ce que Lacan a appelé le meurtre de la chose. C'est-à-dire parler, c'est tuer la chose. Et il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un tout petit. C'est pourquoi la mélodie vient adoucir. De même que l'accolade, qui n'empêche pas d'ailleurs de dire en même temps comme je t'aime mon petit chou. Merci. À vous. Bonjour. Donc j'ai une dernière question. En fait, je me base sur une parole de Louis-Ferdinand Céline qui disait que pour être écrivain, il fallait nécessairement être en dehors de la vie, à la différence du médecin. Donc d'une certaine manière, je trouvais ça juste, mais en même temps, je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que pour moi, l'écriture, c'est aussi être pleinement dans la vie. Oui, alors on peut dire une chose et son contraire. Avant Céline, vous savez, j'ai envie de parler latin aujourd'hui, il y avait l'axiome aut liberi, aut libri. Il faut choisir entre faire des enfants ou écrire des livres. Bon. Il y a un titre de Georges Semprin qui est l'écriture ou la vie. Même chose, il faut choisir entre l'écriture ou la vie. Moi, je rejoins assez ce qu'a dit tout à l'heure François Bégodeau là-dessus. Quand il parlait au fond d'une présence jubilatoire à son texte, plutôt qu'une présence plaintive, enfin, où la littérature n'est pas seulement secourable, elle dit oui, mais elle ne dit pas seulement j'ai peur, elle dit je veux. Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'avais une petite crainte en venant à ce débat et en envoyant les définitions, c'est qu'on verse dans une approche curative, pour ne pas dire pharmaceutique, de la littérature. La littérature n'est pas une pharmacie, et parce que justement c'est un monde, et c'est un monde qui en contient beaucoup d'autres. Alors c'est vrai que la dimension douloureuse, elle existe depuis très longtemps. Dans la littérature grecque, vous avez un genre qui s'appelle le trène. Le trène, c'est un chant funèbre. Dans la littérature latine, vous avez la solacia, c'est la consolation. Mais il y avait aussi cette maxime qui était la littérature, ça sert à quoi? Prodesse et delectare, c'est-à-dire s'instruire et jouer. Et se divertir. Si vous lisez Rabelais, c'est une écriture c'est un médecin, mais pourtant il n'écrit pas une présence douloureuse au monde, il écrit une présence jubilatoire. Moi, je prends brièvement mon humble exemple, mais selon les livres, j'en ai écrit une quinzaine que j'ai pu signer, je me souviens très bien que j'étais dans des états psychiques, émotionnels et d'ailleurs presque corporels, très différents selon les sujets. Je sais pas, par exemple, j'ai fait un livre, une sorte de bio-roman sur une femme qui a vraiment vécu, qui était née en 1907, qui s'appelait Lee Miller, qui a été la muse de Man Ray, qui a été la première actrice de Cocteau, qui a aussi été une grande photographe de guerre en 1944-45. Bon, elle a traversé des choses tragiques. L'état intérieur dans lequel j'étais, c'était la fascination. C'était la fascination et l'admiration. J'ai aussi écrit une sorte de roman policier qui se passe à Vichy en 1941, qui s'appelle 1941. Là, ce qui m'intéressait, c'était, sur un sujet brûlant de la mémoire française, de me mettre en situation de question et d'élucidation. J'essayais de comprendre, n'ayant pas été là. Donc là, ce qui m'apportait, c'était comprendre, déchiffrer, m'expliquer à moi-même quelque chose, éventuellement à mes lecteurs. Dernier exemple, j'ai fait des petits livres un peu sautillants sur Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy. Là, j'étais en état prime sautier. C'était de la satire. Donc, vous voyez que heureusement, il y a toute une gamme, il y a plusieurs cordes à la lire, et on n'est pas forcément en divorce avec son temps ou avec le réel. Et parfois même, même souvent, l'écriture, c'est une façon d'entrer frontalement ou de passer dans le réel ou de passer de l'autre côté du miroir. Et pour moi, c'est une
Au fond, comme tous les arts, ça implique le corps, ça implique l'esprit, et je sens moins le divorce que le défi, l'audace et la présence au monde. Alors, il nous reste 10 minutes. Qui veut poser des questions? Je vous ai vu en premier, madame. Bonjour. Il marche? Non? Oui, il marche. Oui, moi je voudrais poser une question à Philippe Grimbert, mais c'est une question sur la psychanalyse et les psychanalystes en général. Vous nous avez dit qu'il faut être audacieux pour être psychanalyste parce que c'était mal vu. Alors moi je n'y connais rien, mais vu de mon divan, ce que j'entends souvent, c'est d'abord que les psychanalystes sont des gens qui ont eu une souffrance personnelle, et deuxièmement que je suis ou j'ai été en psychanalyse pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc vous nous dites que ça sauve, et effectivement vous nous avez donné un exemple, mais pour certains ça sauve lentement. Et d'ailleurs ça serait intéressant que vous nous disiez cette personne que vous avez sauvée, est-ce que vous l'avez vue pendant un jour, 10 jours, est-ce que vous le voyez toujours? Et d'autre part, est-ce que c'est pas un peu culturel? Parce que autant en France, effectivement, c'est quelque chose qui est mal vu, mais est-ce qu'aux États-Unis, c'est pas au contraire quelque chose qui est très bien vu et tout le monde a son psy, comme on a son médecin ou son coiffeur? Et est-ce que c'est pas même au-delà de ça, une question encore une fois nord-sud, c'est-à-dire qu'est-ce que dans les pays plus déshérités, les gens vont voir des psychanalystes? Vous avez 10 minutes. Je vais essayer de prendre 10 secondes. Alors, dans l'ordre, les psychanalystes deviennent psychanalystes parce qu'ils ont connu des souffrances personnelles. Oui, bien sûr, mais enfin, je veux dire que, qui n'a pas connu de souffrance personnelle? Mais il est vrai qu'on ne devient pas psychanalyste par hasard, on ne choisit pas d'écouter la souffrance des autres par hasard, sinon parce qu'on a soi-même fait un trajet qui nous a permis probablement, en effet, moi je l'explique dans Un secret, je raconte comment je suis devenu analyste à la suite d'un lourd secret de famille qui a pesé sur mon adolescence et qui aurait pu en effet me mener droit dans l'inhibition totale tout le restant de ma vie. Bon, donc voilà. Et j'aurais trouvé à l'époque très audacieux de m'adresser aujourd'hui devant un amphithéâtre plein en faisant mon hystérique, alors que ça m'aurait semblé parfaitement impossible, ni même envisageable quand j'avais 16-17 ans, où l'idée même d'un exposé en classe m'obligeait à prendre quelques tranxènes. Enfin, j'exagère, mais en tout cas à subir des angoisses majeures. Donc oui, bien sûr, passer par là. Et que l'analyse puisse vous sortir de ça, vous donne envie, quand vous avez le désir d'être analyste, évidemment, d'accompagner d'autres dans cette démarche, qui peut durer 10 ou 15 ans. C'est vrai. Ça peut durer 10 ou 15 ans, mais ça peut aussi durer 1 an. Tout dépend de ce qu'on cherche, tout dépend de ce qu'on cherche en soi. Quand on vient chercher la réponse à un problème particulier, une situation anxiogène particulière, les choses peuvent se régler assez vite. Quand on a envie de faire un travail de fond sur soi-même, ça n'a pas de fin en réalité. Mais qui reprocherait, alors vous allez me dire que la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, qui reprocherait à quelqu'un et dirait à quelqu'un, tu fais du yoga encore depuis 10 ans? Bon, qu'est-ce que cette personne cherche dans le yoga? Qu'est-ce qu'on peut chercher dans l'analyse en dehors de cette guérison qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois, quelque chose de tout à fait imaginaire et qui n'est pas l'objectif absolu de la psychanalyse, mais chercher un remaniement complet de sa personnalité. Il y a toujours une question qu'on peut avoir envie de travailler. À l'analyste de décider que peut-être là, on est dans la complaisance et qu'il faut arrêter. Mais la limite temporelle, elle est toujours basée. Quand on fait cette critique à la psychanalyse, ça dure des années, ou comme disait Woody Allen, en psychanalyse, c'est les 15 premières années qui sont les plus dures. Ou encore, j'essaye encore 1 an et après j'irai à Lourdes. Voilà, toutes ces plaisanteries-là, on les a évidemment beaucoup entendues à propos de la psychanalyse. Je suis le premier à en rire, parce que évidemment qu'il y a quelque chose d'un peu vrai là-dedans. Mais fondamentalement, cette durée n'est pas en soi un problème absolu, et elle est très caricaturée, puisque je vous dis, tout dépend de ce qu'on cherche. Et en effet, il y a toujours une nouvelle question, ces fameuses pelures d'oignon. Voilà. Vous vouliez ajouter une phrase? Oh, je suis sûr que je n'ai pas répondu à tout ce que... Non, juste une phrase. Madame dit, en Amérique du Nord, chacun a son psychanalyste. À ce compte-là, je pense que
le 6e arrondissement de Paris pourrait demander son rattachement aux USA comme 51e ou 52e État de l'Union. L'Argentine aussi a une statistique formidable de ce côté. Je vois une dame s'exprimer beaucoup avec son corps là-bas. Oui, vous m'entendez, excusez-moi, bonjour. C'est très frustrant que ça se termine bientôt. Alors, moi, je ne suis pas une intellectuelle, je suis très sensible. J'ai vu le film. Je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas une femme parmi les invités, donc j'avais envie de l'exprimer. Et alors, ma question, c'est de quels maux souffrons-nous aujourd'hui dans notre société, que ce soit dans l'école, que ce soit dans le monde du travail, parce qu'il y a énormément de souffrances que nous entendons, si tant est qu'on puisse le faire, pour que nous ne puissions plus mettre des limites aux choses, aux événements, et remettre leur place, c'est-à-dire remettre un petit peu d'ordre et redonner un petit peu de sens, de présence, que ce soit aux parents, simplement remettre les choses à leur place. Pourquoi avons-nous tant de mal à le faire ? Merci. Alors, je m'adresse, écoutez, à vous tous. Voilà. Ouais, ça sera à moi en fait. Ah non. Non, vous voulez pas. Ouais. Non, moi j'ai envie d'écouter tout le monde. Refus de locuteur. Ah oui, je suis. Réfutation du juré. Sur l'audace, voilà. Bon, premièrement, madame, vous êtes mal renseignée parce que je suis une femme. Donc voilà. Et c'est à ce titre que je parle aussi aujourd'hui. Non, je suis pas. Je crois qu'en fait, je partage avec vous. Je crois qu'on a une inquiétude commune. Et à ce titre-là, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Le libellé ensuite, disons, de l'orientation qu'il faudrait prendre ou qu'on pourrait prendre, ne me va pas du tout. Alors peut-être en tant qu'ayant toujours un socle indécrottable d'anarchisme en moi, je trouve qu'au contraire, il y a trop d'ordre, quoi. C'est-à-dire que ce qui me frappe beaucoup dans la société, c'est qu'on dit souvent qu'on manque de repères et que tout ça, voilà, c'est le chaos, c'est un peu désordonné, plus personne ne sait à quelle place occuper. Moi, je trouve au contraire qu'on est submergé de sens. Enfin, le réel est complètement balisé en permanence d'explications, d'assignations. Et globalement, la société française est une société extrêmement figée où tout est absolument bien à sa place. Du point de vue de ceux qui auraient... Oui, non, oui, tout à fait. Non, mais D'accord. Vous n'avez plus le micro, madame, donc je parle. Oui, bien sûr, j'aurai le dernier mot. Oui, absolument, tout à fait, je plaisantais. Non, mais voilà, je crois que quand j'entends beaucoup le fait qu'on est en défaut de sens, par exemple, moi je trouve qu'on est vraiment, encore une fois, saturé de sens et que vraiment, alors j'ai l'impression que ce qui nous manque, si jamais, alors vraiment je peux m'improviser comme une sorte de médecin de la société que je refuse d'être, ce qui nous manque c'est du réel. Ce qui nous manque c'est de la restitution du réel. Moi j'ai écrit un livre au sein d'une collection qui s'appelle Raconter la vie, dont le directeur de collection, Pierre Rosanvallon, a expliqué que dans les années 30, Roosevelt avait dit, voilà, en fait, je ne connais pas mon pays. Ça, c'était parti un petit peu de l'équipe de Roosevelt, comme ça. Je ne connais pas mon pays. Et il avait demandé à un certain nombre d'écrivains ou de sociologues, ou même de gens qui étaient simplement des journalistes, je dirais, voilà, tous des gens qui pouvaient faire plume, d'aller un peu aux quatre coins des États-Unis pour ramener des informations du réel, quoi. Ça, j'ai vraiment. Alors, je ne sais pas si la littérature a pour vocation à faire ça. Je ne crois pas du tout. La littérature, elle fait ce qu'elle veut. C'est à la discrétion de chaque écrivain. Mais vraiment, en tout cas, là où moi, je pense que peut-être il peut y avoir un intérêt politique de la littérature ou des livres, c'est qu'on ramène quand même quelques informations, quoi. Ce qui ne veut pas dire de faire des livres, je dirais, étroitement documentaires ou qui ressembleraient à des pinceaux de sociologie. Mais vraiment, et justement d'essayer de ramener peut-être, de restituer quelque chose de l'ordre du réel sans immédiatement l'étouffer sous des nappes de sens, de discours et d'orientation discursive, je dirais, des choses, quoi. Vraiment, ça, moi je pense que les livres peuvent avoir comme ça, je dirais pas pour fonction, parce que vraiment je me méfie de ce genre de mots, mais en tout cas pour intérêt, en tout cas moi comme lecteur c'est ce que je préfère, plutôt d'affoler les repères plutôt que d'en redonner. Non, juste deux phrases. Juste un mot de solidarité sororale avec François Bégodeau. Je suis aussi une femme. Donc nous sommes deux. Après, il faudra demander je suis donc le seul homme de l'Assemblée. Au psychanalyste. Et
À l'époque Ne vous fiez pas aux apparences. À l'époque de Roosevelt qu'évoquait François Bégodeau, il y avait une femme d'esprit, une sorte de Vilmorin américaine qui s'appelait Dorothy Parker. Et un jour, elle avait dit, elle parlait des acteurs, elle avait dit grattez un acteur et vous trouverez une actrice. Grattez un écrivain et peut-être vous trouverez une femme. Allez, une dernière question d'homme. Merci de donner la parole aux hommes. Je crois que faire grandir l'audace dans sa propre vie, c'est mettre de la vie dans la vie. Alors je voulais savoir ce que vous en pensiez d'abord. Et puis je voulais aussi vous interroger si vous aviez un petit peu plus d'audace vous-même. Qu'est-ce que vous aimeriez oser faire que vous n'osez pas encore faire jusqu'à présent ? Je donne la parole à la femme. En fait, je suis très amoureuse de mon voisin et je n'ose pas lui dire. Donc voilà, c'est ça que pour moi, l'audace, ça serait ça. De gauche. Oui, parce que de droite, il est chiant. Je te laisse l'autre, notre voisin. Je parlais de mon voisin d'immeuble. Hein. Qu'il n'y ait pas de malentendu quand même. Mais moi, je pense, en réalité, en effet, si j'avais eu plus d'audace quand j'étais plus jeune, j'aurais choisi la voie de la chanson ou du théâtre, pas celle de la psychologie. C'est évident que j'ai bien senti que j'avais manqué d'audace. Maintenant, je me suis rattrapé parce que j'écris, parce que je fais des choses qui me passionnent. Mais au départ, la bifurcation, si j'avais eu plus d'audace, je serais allé et j'aurais fait le saltimbanque, c'est évident. Moi, je sais pas, peut-être que l'audace dont je manque, c'est de dire à ma mère qui vit encore que plus souvent que je l'aime. Quelque chose comme ça. Et là, c'est enregistré. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière ou pas? Non. Bon, désolée, je sais que c'est toujours très frustrant, on a toujours beaucoup de questions et voilà, pas assez de temps, mais merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Can't take no more.